Il y a des combats qui ne se terminent pas d'un seul coup. Parfois, ils commencent par des manœuvres discrètes et deviennent de plus en plus intenses avec le temps. Au début, ça semble simple, mais au fur et à mesure que ça continue, c'est là que vous voyez à quel point son impact est grand. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Le passage des bombardiers américains ressemblait à une tempête puissante qui a traversé l'Iran. Ce n'était pas une attaque unique. C'était continu, sans interruption, presque sans pause. À chaque heure, il y avait une nouvelle frappe et la défense devenait de plus en plus faible. Les bombardiers B-2 sont entrés en premier. Ils ont été les premiers à agir et les plus importants au début de l'opération. Ce ne sont pas des bombardiers ordinaires. C'est l'un des avions les plus avancés des États-Unis et il est difficile à détecter par radar. Cela signifie que même si l'Iran dispose de défense, ils ne peuvent pas immédiatement voir d'où vient la menace. Alors que l'Iran était occupé à faire face aux chasseurs américains et israéliens qui détruisaient ainsi leur défense aérienne, le B-2 est entré discrètement dans leur espace aérien. Il n'a pas été immédiatement détecté. Il n'a pas non plus été intercepté. C'est la partie la plus importante du plan. Une fois qu'il est entré sans être vu, il n'y a presque plus aucun moyen d'empêcher ce qui va se passer ensuite. À l'arrivée sur la cible, ils lancent la première attaque puissante. Ils transportent un important arsenal. Ils sont capables de larguer jusqu'à 40 000 livres de bombes en une seule mission, mais ils n'ont pas seulement utilisé la force. L'essentiel est l'emplacement de chaque bombe. Ils ne bombarderont pas tout ce qu'ils voyaient. Ils ont choisi les cibles les plus importantes, en particulier les endroits où les missiles balistiques iraniens étaient stockés et préparés. Ces installations se trouvent sous terre, protégées par du béton épais. Elles sont conçues pour résister aux explosions les plus puissantes, donc difficiles à détruire. Mais ils n'ont pas tenté de détruire toute l'installation d'un coup. Ils ont frappé les parties les plus importantes comme l'entrée, les tunnels, les passages et les structures de soutien. Quand ces parties sont touchées, tout le système s'arrête même si tout n'est pas encore détruit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les passages se sont effondrés petit à petit. Les entrées ont été bloquées. Même s'il restait des missiles à l'intérieur, ils étaient inutilisables. C'est comme une machine entière dont l'interrupteur est soda cassé. Elle ne fonctionnera plus. La mission n'a pas été facile pour les pilotes. Au début, les États-Unis n'avaient pas encore accès aux bases au Royaume-Uni. Ils devaient donc décoller des États-Unis, aller jusqu'en Iran puis revenir. Le voyage durait plus de 30 heures, ils passaient presque toute une journée dans les airs. Même si le B-2 peut parcourir de longues distances, ce n'était toujours pas suffisant pour ce genre de mission. Ils ont donc compté sur le ravitaillement en vol. Des avions ravitailleurs attendaient aux bons endroits et au bon moment pour fournir du carburant aux bombardiers pendant qu'il était en vol. Ce genre de dispositif est risqué. Le timing et la position doivent être exacts. Une petite erreur peut compromettre toute l'opération, mais tout s'est bien passé. C'est ici qu'on voit à quel point le plan est bien organisé. Aucun mouvement n'est de gaspillé, aucun timing n'est raté. Dès la première attaque, les prochaines actions sont déjà préparées. Au cours des premières 24 heures, seulement plus de 1000 cibles ont été touchées. Non seulement les sites de missiles ont été détruits, mais aussi les centres de commandement et la défense aérienne. Cela signifie que non seulement les armes sont concernées, mais aussi leur utilisation. Une fois le système détruit, il est bien plus difficile de se rétablir. Même s'il reste encore du matériel, sans ordre clair et sans coordination, il ne pourra pas être utilisé correctement. Au cours des premières 24 heures seulement, plus de 1000 cibles ont été touchées. Non seulement des sites de missiles ont été détruits, mais aussi des centres de commandement et la défense aérienne. Cela signifie que non seulement les armes sont visées, mais aussi leur utilisation. Une fois le système détruit, il est bien plus difficile de se rétablir. Même s'il reste encore du matériel, sans ordre clair et sans coordination, il ne pourra pas être utilisé correctement. Après le retour des bombardiers B-2 de leur première mission, l'opération ne s'est pas arrêtée là. Et en réalité, c'est là que les attaques les plus puissantes et successives ont commencé. Grâce à l'action des B-2, une grande partie de la défense aérienne de l'Iran était déjà presque détruite. C'est pourquoi les États-Unis ont changé leur plan. Ils n'avaient en plus besoin de compter uniquement sur la furtivité. Comme la défense de l'Iran était déjà affaiblie, ils pouvaient donc maintenant utiliser d'autres bombardiers plus rapides et capables de transporter plus d'armes. C'est là que le bombardier B-1 est intervenu. Il est plus ancien que le B-2, mais cela ne veut pas dire qu'il est faible. En fait, c'est l'un des bombardiers les plus rapides des États-Unis. Et il est capable de voler à une vitesse supérieure à celle du son.
En plus de cela, il peut transporter jusqu'à 75 000 livres d'armement. C'est presque le double de la capacité du B2 lors d'une mission. Si le B2 est silencieux et précis dans ses frappes, le B1, lui, est rapide et capable d'attaques successives. Il ne compte pas sur la furtivité. Il compte sur sa vitesse et la quantité d'armes qu'il transporte. Les 1er et 2 mars, le B1 a été utilisé pour des frappes successives à l'intérieur de l'Iran. Ce n'était pas qu'une seule fois. Les attaques s'étaient en répétées. À chaque passage, une nouvelle cible était touchée, et les dégâts infligés au système militaire iranien augmentaient. Le B1 a utilisé des bombes JDAM et des missiles JASSM. La JDAM est une bombe guidée. Ainsi, même à haute altitude, elle peut atteindre précisément sa cible. Le JASSM, quant à lui, est un missile capable d'attaquer à longue distance. Ainsi, le bombardier n'a plus besoin de s'approcher. C'est d'une grande aide car même s'il reste encore des défenses aériennes en Iran, le risque pour les avions américains est moindre tout en continuant l'attaque. 3 bombardiers B1 ont été envoyés après la première frappe du B2. Comme pour la mission précédente, ce n'est pas non plus simple. Ils ont décollé des États-Unis vers l'Iran et se sont ravitaillés en vol, sans arrêt, droit sur la cible et retour direct. Cela a montré que les États-Unis n'avaient pas seulement de la puissance, mais aussi la capacité de mener des opérations longues et continues. À ce stade, le rôle du B1 est clair. Si le B2 a détruit les cibles les plus résistantes, comme les sites de missiles souterrains, le B1 est ensuite intervenu pour éliminer les cibles restantes. Et ce n'est pas simplement une question de finir le travail. Il a encore amplifié les dégâts. Alors que les chasseurs américains et israéliens continuaient de tourner pour détruire les dernières défenses aériennes, le B1 est intervenu pour infliger des frappes encore plus puissantes au sol. Il a frappé des installations militaires, des dépôts d'armes et d'autres cibles importantes. À chaque frappe du B1, la capacité de l'Iran à se défendre s'affaiblit davantage. Ce n'est pas seulement parce qu'ils perdent leurs armes, mais aussi parce que leur coordination et leur contrôle sont perturbés. Au fil du temps, l'Iran a de plus en plus de mal à savoir d'où viendra la prochaine attaque et comment y faire face. En quelques jours, le déroulement de l'opération est devenu clair. D'abord, le B2 a détruit les cibles les plus solides et les plus importantes. Deuxièmement, le B1 est intervenu pour étendre les dégâts et achever ce qui restait. C'est un plan séquentiel où chaque étape a un but précis. Aucun mouvement n'est gaspillé et chaque frappe contribue à un plan plus vaste. À ce stade, l'Iran ne pouvait pratiquement plus rien faire pour arrêter ce type d'attaque. Même s'ils essayaient de riposter, leur capacité était déjà limitée car beaucoup de leurs sites de missiles n'étaient plus utilisables. Au fur et à mesure que l'opération se poursuivait, non seulement le nombre de cibles augmentait, mais la pression sur l'ensemble du système militaire iranien s'intensifiait également. Alors que leur capacité faiblissait, il devenait clair qu'il ne s'agissait pas d'une simple attaque, mais d'une destruction planifiée de toute la défense du pays. Et même si la situation en était déjà là, ce n'était pas encore la partie la plus difficile de l'opération. Il y avait encore une phase plus lourde à venir avec des effets continus. Alors que les attaques successives des B1 se poursuivaient, la situation à l'intérieur de l'Iran s'aggravait encore. Il ne s'agissait plus seulement de quelques cibles. Petit à petit, c'est l'ensemble de leur système militaire qui était touché. Chaque jour, ils perdaient de plus en plus. Non seulement des armes, mais aussi la capacité de contrôler leur propre défense. Parce que même s'il reste encore du matériel, si celui-ci ne peut pas être utilisé correctement, cela ne sert presque à rien. L'une des cibles les plus touchées a été les centres de commandement. C'est d'ici que viennent les ordres indiquant quand utiliser les missiles, où diriger la défense et comment l'ensemble de l'armée doit se déplacer. Lorsque ces endroits ont commencé à être touchés, les mouvements de l'Iran sont devenus progressivement désorganisés. Il n'était plus clair qui donnait les ordres. On n'était plus sûr non plus de ce qu'il fallait faire ensuite. Et pendant que cela se produisait, les avions américains continuaient de tourner dans le ciel, presque sans interruption. À chaque heure, une nouvelle frappe avait lieu, touchant également certaines parties de la marine iranienne. Il y avait des navires qui n'étaient plus utilisables et d'autres qui étaient complètement détruits. Cela signifie que non seulement la terre et le ciel étaient affectés, mais aussi la mer. À mesure que les dégâts d'Olé s'aggravaient, les choix de l'Iran devenaient de plus en plus limités. Il restait de moins en moins d'endroits où ils pouvaient se replier ou se regrouper. En quelques jours, plus de 2000 cibles avaient été touchées. Des sites de missiles aux entrepôts et autres emplacements militaires liés à leurs opérations. Ce n'était pas aléatoire. Toutes les cibles étaient liées à la capacité de l'Iran à se battre.
Petit à petit, ils étaient privés de leurs moyens dans chaque secteur. À ce stade, un grand changement a commencé à se faire sentir. Le combat n'était plus équilibré. Les États-Unis avaient désormais le contrôle du ciel. Et lorsque vous contrôlez le ciel, il est beaucoup plus facile de contrôler la bataille au sol. Ils pouvaient se déplacer plus librement. Ils pouvaient choisir leurs cibles plus rapidement. Et presque rien ne pouvait les arrêter. C'est pour cela que le plan a de nouveau changé. Après des attaques initiales rapides et puissantes, les États-Unis sont passés à une pression continue. Ce n'était plus une seule grande frappe, mais des attaques quotidiennes. C'était une pression continue sur l'ennemi. Pas de répit, aucun temps pour se remettre. Chaque jour, la force restante de l'Iran diminuait encore plus. Et pour y parvenir, les États-Unis ont déployé un autre bombardier utilisé depuis longtemps mais qui reste encore puissant aujourd'hui, le B-52. C'est le prochain à entrer en opération. Et c'est ici que commencera l'attaque plus intense et continue. Avec l'arrivée du B-52, le cours de l'opération a de nouveau changé. Si le B-2 est furtif et le B-1 rapide et puissant, le B-52, lui, est constant et inlassable. Il n'a pas besoin de se cacher ou de se dépêcher. Sa puissance réside dans la quantité d'armes qu'il peut déverser et dans sa capacité à répéter les attaques encore et encore. Le B-52 est utilisé par les États-Unis depuis les années 50, mais il reste puissant jusqu'à aujourd'hui. Il peut transporter jusqu'à 70 000 livres d'armes lors d'une mission. Cela signifie qu'à chaque vol, il peut frapper un très grand nombre de cibles. L'entrée du B-52 a été rendue possible grâce aux actions du B-2 et du B-1. Ce sont eux qui ont d'abord détruit la défense aérienne de l'Iran, rendant ainsi l'espace aérien plus sûr pour l'entrée du B-52. Bien que cet appareil ne soit pas furtif, cela importe peu car l'Iran n'a presque plus les moyens de l'arrêter. L'opération est également devenue plus facile lorsque le Royaume-Uni a autorisé l'utilisation de sa base. Au lieu de retourner aux États-Unis après chaque mission, les bombardiers peuvent désormais atterrir à la RAF Fairford, se ravitailler et repartir immédiatement dans les airs. Grâce à cela, le rythme des opérations s'est accéléré. Les retours sont plus rapides, les attaques sont plus continues. Il n'y a presque aucune pause entre chaque frappe. Depuis les premiers jours de mars, on ressent déjà l'effet du B-52. Il ne s'agit pas seulement d'une grande attaque, mais de frappes successives chaque jour. C'est comme des frappes répétées jusqu'à ce que la cible soit complètement détruite. Les cibles ne sont pas non plus choisies au hasard. On choisit des endroits qui ont un grand impact sur la capacité de l'Iran à se battre. Cela inclut les installations militaires restantes, les entrepôts et les sites liés à la fabrication d'armes. Alors que l'Iran utilise ses derniers missiles, les États-Unis frappent les endroits où ils sont fabriqués. Cela signifie que, même s'ils souhaitent augmenter leur approvisionnement, ils peinent à y parvenir, tandis que les centres de commandement continueront d'être frappés. À chaque centre perdu, la coordination de leur armée devient encore plus chaotique. Ils ne manquent pas seulement d'armes, ils perdent aussi la capacité de les utiliser correctement. Grâce à l'utilisation continue des B-52, le nombre de cibles touchées a rapidement augmenté. Cela a atteint des milliers de cibles en seulement quelques jours. Presque chaque jour, des centaines de nouvelles cibles sont ajoutées. C'est l'effet d'une pression continue. Cela ne laisse aucune chance à l'ennemi de se rétablir. Même s'ils veulent se réorganiser, ils n'ont pas assez de temps car une nouvelle attaque arrive déjà. À ce stade, le système militaire iranien, déjà affaibli, est presque en train de s'effondrer. Ce n'est plus un combat rapide. C'est une usure continue de la force restante. Et à mesure que ce type d'attaque se poursuit, il devient de plus en plus clair que ce n'est pas encore la dernière étape. Parce que tant que les États-Unis contrôlent l'espace aérien et continuent d'utiliser le B-52, il y a encore plus de puissance qui peut être ajoutée à l'opération. Et c'est là qu'intervient l'étape suivante. À ce stade, ce n'est plus seulement le B-52 qui est utilisé dans l'opération. Parce que les bases au Royaume-Uni sont désormais ouvertes, il est devenu plus facile pour les États-Unis d'envoyer davantage de bombardiers en moins de temps. Ils n'ont plus besoin de parcourir une très longue distance depuis les États-Unis à chaque mission. Le rythme est plus rapide, les attaques sont plus continues et la pression sur l'Iran est plus forte. À la RAF Fairford, plusieurs B-52 sont basés et effectuent des rotations pour s'assurer qu'il y ait toujours un bombardier dans le ciel iranien. Même s'il n'y en a que 3 en service actif, l'impact est déjà énorme. À chaque rotation, des centaines de bombes peuvent être larguées sur différentes cibles.
Et si les États-Unis le souhaitent, ils peuvent encore augmenter le nombre de bombardiers à tout moment. Ce n'est pas encore toute leur puissance. Cela signifie qu'ils peuvent encore renforcer l'opération si nécessaire, mais les B-52 ne sont pas les seuls à avoir été renforcés. En même temps, il est aussi devenu plus facile de réutiliser les bombardiers B-1. Avant, ils devaient encore parcourir une très longue distance et dépendre du ravitaillement en vol. Maintenant, grâce à une base plus proche, ils peuvent revenir plus rapidement et participer à la prochaine attaque plus rapidement. Selon les rapports, près de 15 bombardiers volaient simultanément du Royaume-Uni vers l'Iran. Cela inclut des B-52 et davantage de B-1 utilisés pour des frappes successives. Cela signifie qu'il n'y a plus seulement 1 ou 2 bombardiers qui attaquent. Ils sont nombreux maintenant. Et à chaque vague, les dégâts augmentent. Alors que le B-52 continue de larguer des armes, le B-1 est utilisé pour cibler rapidement et successivement différents endroits. Ces deux appareils sont combinés pour rendre l'opération plus efficace. Il y a un autre changement important. Sur certains bombardiers B-1, certains systèmes de missiles utilisés pour attaquer à distance ont été retirés. Cela signifie qu'ils n'ont plus besoin de rester loin de la cible. Ils s'approchent désormais directement. Et cela a une signification claire. L'Iran n'a presque plus assez de défense pour empêcher une telle intrusion. Si auparavant ils devaient attaquer à distance pour éviter le danger, maintenant ils peuvent s'approcher beaucoup plus près sans craindre autant une riposte. Pendant ce temps, les États-Unis ont élargi leurs cibles. Ils ne visent plus seulement les sites de missiles ou bases militaires. Sont désormais inclus les lieux de fabrication des armes, les entrepôts d'équipements et d'autres parties du système militaire essentielles aux opérations de l'Iran. En d'autres termes, ils ne détruisent pas seulement la capacité actuelle de l'Iran à se battre. Même sa capacité à se rétablir à l'avenir est également affectée. Au fil du temps, les options de l'Iran deviennent de plus en plus limitées. Ce n'est pas seulement parce que leur équipement disparaît, mais aussi parce que le système qui le soutient disparaît progressivement. Et alors que les B-52 et B-1 continuent d'opérer depuis le Royaume-Uni, la pression s'intensifie encore davantage. Les opérations se déroulent presque sans répit. Chaque jour, une nouvelle cible s'est frappée et une nouvelle partie de leur armée disparaît. À ce stade, il est clair que ce n'est pas encore la dernière étape de l'attaque. Alors que ce genre d'opération intense se poursuit, il y a un autre bombardier, plus furtif mais plus dangereux, qui pourrait revenir. Et lorsque cela arrivera, l'impact de toute l'opération sera encore plus profond. Alors que les opérations des B-52 et B-1 se poursuivent, il y a une chose importante qui passe inaperçue. C'est discret, mais cela a un grand impact. C'est le possible retour du B-2 à une phase plus critique. Les États-Unis ne donnent pas beaucoup de détails sur les mouvements du B-2 après la première frappe. Mais il y a des signes que cela ne s'est pas complètement arrêté. Au contraire, il est utilisé contre des cibles plus sensibles et plus difficiles à atteindre. L'un des sujets les plus discutés est un site nucléaire en Iran, extrêmement solide et construit très profondément. Un tel type d'installation ne peut pas être facilement détruit par une bombe ordinaire. Après les opérations précédentes, l'Iran a essayé de renforcer encore plus ses installations souterraines. Ils l'ont renforcé avec du béton épais et recouvert de terre pour le protéger davantage contre les attaques. À première vue, une telle défense semble suffisante. Mais en réalité, ce n'était toujours pas suffisant. Des photos sont apparues montrant des impacts précis sur ce type d'installation. Ce ne sont pas des dégâts dispersés. Ce ne sont pas des explosions aléatoires. On peut voir clairement un trou précis à l'endroit de l'impact. Cela signifie que ce n'est pas une bombe ordinaire qui a été utilisée. Il existe un type de bombe spécialement conçu pour ce genre de situation, celle qui peut pénétrer profondément avant d'exploser, celle qui peut détruire même le bunker le plus solide. Et il n'y a qu'un seul bombardier capable de transporter ce genre d'arme, le B-2. Parce que lorsque même les installations les plus protégées sont atteintes, il ne reste pratiquement plus aucun endroit où se cacher ou se protéger. Dans ce genre de situation, les options de l'Iran s'épuisent peu à peu. Et tant que ce genre d'opération continue, il devient de plus en plus clair que ce n'est pas encore la fin. Parce que derrière les attaques continues, un effet plus important commence à émerger, touchant non seulement l'armée mais aussi l'ensemble du système du pays. Dans une telle situation, il devient plus difficile de prévoir le prochain mouvement. À mesure qu'un camp s'affaiblit, les décisions qu'il peut prendre deviennent de plus en plus risquées.
Il peut choisir de se retirer, mais il peut aussi utiliser des moyens plus inattendus pour riposter. Et c'est là que réside le plus grand danger. Lorsqu'un pays perd sa capacité à mener un combat normal, la probabilité d'une escalade soudaine augmente. Des mesures qui ne sont plus contrôlées, des décisions qui peuvent encore élargir le conflit. À ce stade, ce n'est plus seulement un affrontement entre deux pays. Cela devient progressivement un problème pour toute la région. Et plus de pays sont impliqués, plus son impact sur le monde entier grandit. Cela inclut l'économie, l'approvisionnement en pétrole et la stabilité des pays environnants. Donc même si ce qui se passe sur le champ de bataille est clair, on ne sait toujours pas comment cela va se terminer. Parce que dans ce genre de guerre, gagner la bataille ne suffit pas. L'essentiel est de comprendre comment cela finira sans aggraver la situation. À ce stade, il n'y a pas que des dégâts physiques. Comment cela sera ressenti. Ce qui est le plus important, c'est comment cela sera ressenti. Et s'adapter. Chacun de leurs mouvements doit être rapide, mais comme leur système de commandement est déjà endommagé, la coordination devient encore plus chaotique. Dans une telle situation, même une petite erreur peut causer un problème beaucoup plus grave. Par exemple, il pourrait-on viser la mauvaise cible ou réagir trop tard à une attaque. Dans un combat normal, cela pourrait encore être corrigé. Mais avec la rapidité de cette opération, il n'y a plus assez de temps pour se rattraper. En même temps, on ressent aussi l'impact à l'intérieur du pays. Alors que les installations militaires et les entrepôts sont touchés, l'approvisionnement et les mouvements de leurs forces sont également affectés. Ce n'est pas seulement un combat en première ligne, même à l'arrière, le soutien nécessaire à une armée pour continuer est progressivement coupé. De l'autre côté, le contrôle des États-Unis devient encore plus fort. Comme ils dominent l'espace aérien, il leur est plus facile de surveiller les mouvements de l'Iran. Ils peuvent voir où il y a de l'activité et où la prochaine frappe doit avoir lieu. Cela signifie que leur avantage ne réside pas seulement dans la force, mais aussi dans l'information. Et lorsque la force et des informations claires sont combinées, chaque mouvement devient plus précis. Moins de gaspillage, plus d'impact. C'est pourquoi, en seulement quelques jours, l'équilibre du combat a déjà énormément changé. Dans l'ensemble, il est clair que ce qui s'est passé n'était pas simplement une attaque. C'était une destruction progressive, planifiée et méthodique de la capacité de l'Iran à se battre. Cela a commencé avec le B-2 qui est entré discrètement et a frappé les cibles les plus solides et les plus importantes. Cela a été suivi par le B-1 qui a élargi les dégâts et a achevé les installations restantes. Et ensuite, le B-52 est intervenu, menant une attaque continue et ininterrompue jusqu'à ce que presque toute la force restante de l'Iran soit épuisée. Au fil du temps, l'impact s'amplifie. Ce ne sont pas seulement les armes qui disparaissent, mais aussi les systèmes, la coordination et la capacité de prendre des décisions. Chaque jour qui passe, il devient de plus en plus difficile pour l'Iran de se rétablir ou de retrouver sa force d'autrefois. Et derrière tout cela, il y a une chose importante à voir. Ce n'est pas seulement une épreuve de force, c'est aussi une lutte de stratégie, de timing et d'utilisation du bon équipement au bon moment. Différents types de bombardiers ont été réunis pour un seul objectif. Il y a une infiltration silencieuse, une attaque rapide et une pression continue. Même si les rôles sont différents, la direction est la même. Pendant que cela se passe, l'écart de puissance entre les deux camps devient de plus en plus évident. Le combat qui aurait pu être équilibré est maintenant presque entièrement contrôlé par un seul camp. Mais même dans cette situation, cela ne veut pas dire que le danger est terminé. Dans ce genre d'opération, il y a une possibilité que la tension s'étende encore. D'autres pays pourraient être affectés. D'autres endroits pourraient être impliqués. Et quand cela arrive, un conflit plus vaste peut s'ouvrir qui ne concerne plus un seul pays. Pour l'instant, une chose est claire. Cette opération n'est pas simplement une attaque. C'est un exemple clair de la façon dont la technologie moderne, une planification soignée et une pression continue sont utilisées pour changer le cours d'un conflit. Et d'après ce qui se passe, cela a montré que lorsque la rapidité, la force et une bonne stratégie sont réunies, une opération peut changer l'équilibre d'un conflit en seulement quelques jours.